Mais toute cérémonie commémorative commence par un cérémonial bien connu des soldats et de beaucoup de Français, qui consiste à monter les couleurs et qui consiste à rendre les honneurs au drapeau de la France. Alors nous allons commencer par rendre les honneurs au drapeau de la France. Attention pour les couleurs. Envoyez. Empêchement de dernière minute et qui ne pourra pas donc nous rejoindre et qui se fait représenter par Monsieur Jean-Paul David, premier adjoint au maire. Monsieur le maire, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les généraux, nombreux et bien connus, Monsieur le délégué militaire départemental, Monsieur le président de l'ANAPI, Messieurs les présidents d'amicales d'anciens combattants, chers amis. Dien Bien Phu, 1954, 7 mai. Durant cette bataille aux confins de l'Indochine, menée à 1 contre 10 dans des conditions chaque jour plus éprouvantes, l'armée française compose l'une des pages les plus belles et les plus poignantes de son histoire. Après 170 jours de combat, dont 57 de rare intensité, les défenseurs étaient submergés par la déferlante Viet Minh. Pour les soldats de France, pour les soldats de la France, commence alors la terrible marche vers les camps de rééducation. Sur les 10 000 prisonniers après la bataille, plus de 7 000 n'en reviendront jamais. C'était il y a 70 ans. Aujourd'hui, combien s'en souviennent? Une guerre lointaine qui intéressait peu les Français. Une bataille qu'on veut parfois oublier aujourd'hui. Cette guerre d'Indochine n'était pas populaire. Cette guerre, pour une cause perdue d'avance, ne pouvait pas être populaire. Elle a été très vite oubliée. La guerre du Vietnam, quelques années après, contribuera à la refouler encore plus dans les mémoires. Et pourtant, ils méritent qu'on leur rende hommage, ces soldats d'Indochine. Ils méritent qu'on se souvienne de leurs sacrifices, ces jeunes de 1945 qui s'étaient embarqués pour Hanoï parce qu'ils avaient le sentiment de poursuivre un combat commencé dans la résistance ou dans la première armée de Delattre. Pour eux, il s'agissait de combattre ceux qui avaient été armés par les Japonais ou qui avaient été leurs collaborateurs. Ils méritent qu'on leur rende hommage, ces soldats venus de tout l'Empire, mourir dans les rizières du Tonkin ou dans les camps de concentration Viet Minh. Algériens, Nord-Africains, Sénégalais. Ils croyaient en la France et en un empire qui aurait pu évoluer vers une union fraternelle des peuples sous le drapeau tricolore. Et il ne faut jamais les oublier. Ces dizaines de milliers de combattants indochinois qui sont tombés aux côtés de leurs camarades français. Ne cédons pas aux visions caricaturales de l'histoire. Des Vietnamiens ont lutté à nos côtés pendant la guerre d'Indochine parce qu'ils refusaient le totalitarisme, ce totalitarisme qui ferait fuir leur pays des années plus tard à des centaines de milliers de boat people. Des Laotiens et des Cambodgiens ont combattu à nos côtés jusqu'en 1954. Parce que c'est l'établissement du protectorat français du 19e siècle qui avait empêché que leur pays ne disparaisse et ne soit partagé entre des voisins plus puissants.
Des peuples montagnards d'Indochine, comme les Hmong, ont lutté jusqu'au bout aux côtés des Français, recueillant des soldats isolés et constituant des maquis anti-Viet Minh, parce que la France avait respecté leur identité et leur liberté ancestrale, et qu'ils savaient que ce ne serait plus le cas ensuite. Alors, je voudrais que nous pensions aujourd'hui à tous ces combattants d'une guerre qui était déjà si mal comprise à son époque et qui est aujourd'hui presque oubliée. Aux soldats de France, tombés si loin de chez eux, ou qui, ayant survécu, sont rentrés dans une métropole où ils ne recueillirent qu'incompréhension et ingratitude. Aux soldats de l'Union française qui croyaient en la vocation universaliste de notre pays et en son message, ou qui lui étaient fidèles, tout simplement parce que c'était la France. Et à tous leurs camarades indochinois tombés à leur côté. Aujourd'hui, notre devoir est de ne pas oublier nos anciens qui se sont sacrifiés. Notre devoir est de les exhumer du silence pour les honorer. Aujourd'hui, nous avons 3 soldats d'Indochine qui sont présents dans nos rangs et qui, comme à l'accoutumée, sont contraints, je dirais, par leur humilité. Ces 3 soldats, les soldats qui sont ici ou les anciens soldats, je les appellerais des seigneurs. Moi, je dis simplement qu'ils sont des légendes vivantes. Le premier, c'est le colonel Tran Dinh Vie. Je suis désolé, mon colonel, vous allez être mal à l'aise, mais tant pis. Le colonel Tran Dinh Vie s'engage en 1947 au régiment d'infanterie coloniale. Et il y fait la connaissance du sergent Roger Vandenberg, avec lequel il va fonder le commando le plus célèbre d'Indochine, les Tigres Noirs. À savoir une centaine de volontaires, majoritairement d'anciens Viet ralliés et récupérés dans les camps de prisonniers. Habillés en Viet, ils se sont spécialisés dans les infiltrations de nuit, derrière les lignes Viet, pour des coups de main, du renseignement. Delattre disait d'eux, « Donnez-moi 100 Vandenberg et l'Indochine est sauvée ». Leur fait d'armes le plus célèbre, en mai 1951, sur ordre du général Delattre, l'assaut du rocher de Ninh Binh, le long du fleuve Dai, pour récupérer le corps du fils unique du général, le lieutenant Bernard Delattre de Tassigny, tué la veille en défendant son poste situé au sommet du rocher. Pour ce fait d'armes exceptionnel qui a réussi, le sergent Vie, adjoint de Vandenberg, blessé pendant l'assaut, Delattre l'a pris dans ses bras et lui a remis la médaille militaire en personne. Après l'assassinat de Vandenberg en janvier 1952, Vie est passé officier dans l'armée nationale vietnamienne, qui servira de colonne vertébrale à la future armée du Sud-Vietnam. Par la suite, il a fait toute la guerre du Vietnam dans les furieux combats sur les collines de Dak To, d'abord dans les Paras, puis à la tête d'un régiment d'infanterie, et enfin à la tête d'une province militaire. Il a fui le Vietnam à la suite de la prise de Saigon, le 30 avril 1975, par les divisions communistes nord-vietnamiennes. Il est un des tout premiers Boat People. Revenu en France et réactivé dans l'armée française au grade de chef de bataillon, au premier RE à Aubagne, à la Légion étrangère. Le colonel Tran Dinh Vie est commandeur de la Légion de l'Ordre national de la Légion d'honneur et titulaire de 23 titres de guerre, dont la Silver Star américaine. Nous avons une autre légende que je vois là-bas et qui détourne le regard. Il s'agit du colonel médecin Hong Kolan. Mon colonel, vous pouvez me rejoindre? Bonjour messieurs. Allez là-bas. Je sais que ça vous déplaît, mais vous êtes obligé. C'est trop d'honneur. Ah, excusez-moi. C'est trop d'honneur, me dit-il.
Le colonel médecin Juan Colan, chef de stick au 2e BEP, reconstitué après Dien Bien Phu, il a fait 13 ans de guerre au Vietnam sans discontinuer. Durant ces 13 ans de guerre, il participe à de nombreuses opérations aéroportées, dont Ap Bac en 1963, où les pertes ont été énormes. Mais aussi durant l'offensive du Tet en 1968, à la reprise de Saïgon, puis à l'ouverture des charniers de la cité impériale d'Hue pour l'identification de 6000 corps civils que les communistes ont liquidés avant de quitter la ville. Le colonel Juan Colan est titulaire de 13 citations. Après un séjour aux États-Unis après 1975, il revient en France pour ouvrir un cabinet de médecins généralistes en région parisienne. Et puis enfin, nous avons le 3e des mousquetaires, le major Pierre Flamand, qui va se faire un plaisir de me rejoindre. Le major Flamand était à Dien Bien Phu. Le major Pierre Flamand s'engage en 1947. Il fait l'école des cadres de Langenargen dans les troupes d'occupation en Allemagne, puis est désigné pour l'Indochine, où il est affecté au 1er bataillon de Thaï, où durant 2 ans et demi, seul Européen à la tête d'un commando exclusivement composé de Thaï, il opère exclusivement en zone Viet afin de renseigner le commandement sur le déplacement des unités Viet entre la frontière du Laos et la frontière de Chine. Reconnaissance, guérilla, contre-guérilla, en jungle, renseignement, capture de prisonniers sont son quotidien, dans un corps à corps, blessé par un coup de couteau. 1952-1954, second séjour au 6e bataillon de parachutistes coloniaux du commandant Bijard, comme chef d'une section totalement vietnamienne. Participe aux 5 sauts opérationnels du bataillon, Tué, Nassan, Langson, Dien Bien Phu 1, Dien Bien Phu 2. À Dien Bien Phu, participé 2 fois à la reprise de la colline Charnier et Lian 1. À la seconde reprise, seul chef de section à être redescendu. Tous les autres ont été tués ou blessés. Lui-même blessé dans les derniers jours de la bataille, il est fait prisonnier et s'évade à 4 reprises. Rendu à la France dans les tout derniers de l'État, dans un état de mort-vivant. Instructeur à l'école commando de Bayonne de 1957 à 1958, il part en Algérie à la tête d'un commando au 8e RPIMA. Puis un séjour au Congo et en République centrafricaine, où il s'occupe de tous les drop zones de l'Afrique occidentale française. Puis après, il intègre le service action de la DGSE, où il met en place le plan Constant. Son surnom à la DGSE est un réseau de résistance en cas d'invasion soviétique et le recrutement d'agents et la formation d'agents pour de nombreuses missions extérieures. Le major Flamand est grand officier de la Légion d'honneur, 11 types de guerre, 9 citations, donc 5 palmes à l'ordre de l'armée. Messieurs, merci. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci et bravo. Parole à Monsieur Éric Fornal, secrétaire général de l'ANAPI, Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine. Éric, je te cède la parole. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les sous-officiers, messieurs les hommes du rang, chers amis, chers camarades, en particulier mes amis français, vietnamiens, pour qui j'ai la plus grande admiration. En ce 70e anniversaire des combats de Dien Bien Phu, je veux saluer et rendre mémoire aux 4 mousquetaires de Nogent-sur-Marne, tous anciens d'Indochine, tous anciens issus des troupes aéroportées. Le premier à qui je veux rendre hommage, c'est Charles Garcelon, ancien du 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, grièvement blessé en 1949 au Tonkin, aux portes de l'église de Thuyen Cang. Après un an au Val-de-Grâce à soigner ses terribles blessures, c'est lui qui, le premier à Nogent-sur-Marne, a fondé la première section des anciens d'Indochine et à avoir organisé cette cérémonie dès 1955. Nogent-sur-Marne est donc la seule commune de France qui, depuis 1955, sans jamais aucune interruption, rend hommage aux combattants de Dien Bien Phu.
Le second mousquetaire à qui je veux rendre hommage, c'est mon parrain, c'est le colonel Jean Luciani. Grand croix de la Légion d'honneur, 14 titres de guerre, 4 fois blessé à Dien Bien Phu en moins de 6 mois, à la tête de sa compagnie, 1er bataillon étranger de parachutistes. Jean fut l'âme de la résistance, notamment pendant la bataille dite des 5 collines. Les collines tombaient les unes après les autres, et Jean, dans un corps à corps dantesque qui a duré près de 107 heures, a arrêté la marée viette, ce qui lui a valu une très grave blessure aux yeux et à la tête. Il est remonté en ligne dans les derniers jours du mois d'avril pour être blessé à nouveau au poumon, et c'est avec cette terrible blessure qu'il est parti sur les pistes de la captivité qui l'emmenait vers le camp numéro 1. La municipalité de Nogent-sur-Marne a rendu honneur à ce héros en gravant son nom en lettres d'or sur le panneau dit des Grands Nogentais dans le hall de notre mairie, et par la pose d'une plaque au cimetière de Nogent que nous allons honorer tous les 2 novembre, à l'issue d'une des plus belles cérémonies militaires qui existent, celle organisée par nos amis anciens combattants de la République du Sud-Vietnam à leur monument en suaire. Le troisième de ces mousquetaires, c'est mon ami André Boyer, ancien du 8e bataillon de parachutistes de choc, la seule unité qui n'a jamais été relevée en 6 mois à Dien Bien Phu avec le 1er BEP. André a été de toutes les contre-attaques, de toutes les défenses des collines, et sur la piste qui le menait au camp 73, c'est lui qui a enterré son propre chef de section, le sergent-chef Polo, qui avait déjà un premier séjour en Indochine, toute la guerre de Corée, et dont la sœur Suzanne Polo a écrit un joli recueil de poèmes sur son frère, et Suzanne Polo était elle aussi une enfant de Nogent-sur-Marne. Enfin, je veux dire un dernier mot sur le 4e de nos mousquetaires nogentais, Jean-Pierre Dufay, un colosse du 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Bréchignac, grièvement blessé dans la défense de Liane 1, là où le premier RCP a été réduit de moitié en 5-6 jours. Jean-Pierre a fait partie des 860 grands blessés que les Viettes ont rendus à la France. Ils n'étaient pas transportables, ils n'étaient pas non plus en capacité d'aller vers les camps Viettes. Et à son retour d'Indochine, Jean-Pierre a ouvert son foyer bien souvent à des anciens d'Indochine qui n'avaient pas de travail, quelquefois pas de logis. Honneur à nos 4. Enfin, je vais vous dire quelques mots. Je ne vais pas revenir sur les erreurs, sur la façon dont le gouvernement français a dirigé cette guerre d'Indochine pendant 8 ans, sans donner les moyens au corps expéditionnaire, ni moyens humains, ni moyens matériels. Une seule phrase que je livre à votre sagacité vous éclairera mieux qu'un long discours sur la façon dont la France a géré cette guerre. Elle vient d'une citation d'un des multiples présidents du Conseil de la 4e République, Edgar Faure, qui disait « La guerre d'Indochine en Conseil, je n'en entends jamais parler ». Je ne vais pas revenir non plus sur les grandes figures de la bataille, on les connaît. Moi, ce matin, je vais rendre hommage aux humbles, aux petits qui ont été les plus grands dans cette bataille, les sous-officiers, les hommes du rang, parce que c'est eux qui, pendant 57 jours en 57 nuits, ont fait le barrage de leur poitrine pour empêcher le déferlement des divisions viettes. C'est eux qui se sont fait casser la gueule sur toutes les collines, jour et nuit. Enfin, c'est eux qui ont été à l'origine de 1000 exploits individuels dont les livres d'histoire ne parlent jamais. Je veux n'en citer qu'un, un seul, pour que vous puissiez comprendre quel était l'état d'esprit de ces garçons. Le 10 avril 1954, lorsque l'armée française a repris pour la seconde fois Eliane 1, la colline Charnier, comme l'appelle le cinéaste Pierre Schondorfer, ou la colline de tous les sacrifices, comme l'appellent maintenant les historiens, en tête de la colonne d'assaut, la 12e compagnie du 6e bataillon de parachutistes coloniaux. Parmi les 4 chefs de section, 2 ont été tués, 1 blessé, un seul est redescendu, c'est Pierre Flamand. Parmi ces 2 tués, l'adjudant Guy Prigent, le beau-frère de Pierre Flamand, qui l'a enterré lui-même au pied de la colline, et un sous-officier d'élite, le sergent-chef René Baliste, qui a donné son nom d'ailleurs à une promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan. Ces hommes étaient tellement attachés à lui, avaient tellement d'admiration pour lui, qu'ils sont remontés sur la zone d'Eliane 1, encore battue par le feu Viette, de manière à pouvoir lui retirer son alliance pour pouvoir la ramener à sa femme qui était infirmière à l'hôpital militaire d'Hanoï. Tous ces paras qui sont montés pour rechercher l'alliance du sergent-chef Baliste ont été tués ou blessés. Voilà, c'était ça l'état d'esprit des combattants de Dien Bien Phu. Enfin, un dernier mot pour évoquer la mémoire de ce qu'on appelle les seigneurs de la bataille, ces 1400 garçons non brevetés parachutistes qui ont accepté de sauter de nuit sur des DZ improbables sous le feu Viette, sachant que c'était foutu. 800 seulement ont pu être largués, la moitié de Vietnamiens, le reste des Européens, des Nord-Africains, beaucoup de légionnaires. J'ai essayé de comprendre ce qui pourrait motiver ces hommes, alors que tout était foutu.
pourquoi des gosses de 18 ans ou de 20 ans acceptent, alors qu'ils ont la vie devant eux, acceptent de se battre et de mourir pour une cause perdue. J'ai rencontré quelques-uns de ces survivants et un mot est revenu en permanence dans leur bouche, l'honneur. L'honneur du drapeau français, l'honneur du Vietnam libre, l'honneur des armes françaises, l'honneur des paras, l'honneur de la Légion, pour l'honneur des camarades. Et je me dis, et j'en terminerai là, tant qu'une nation donne naissance à des hommes de ces calibres-là, rien n'est foutu. Et quelquefois, dans cette France actuelle, où notre drapeau est bien trop souvent souillé, pensons à eux les jours de désespoir, parce qu'ils nous incitent à nous tenir debout. Et je vous remercie. L'honneur, tout est dit. Alors, je ne vais pas vous raconter une petite histoire, mais dernièrement j'ai été invité à dîner chez le colonel Trandinvi pour parler, pour essayer de comprendre et pour essayer de savoir ce qu'il avait fait et qu'il me transmette certaines choses. Et puis finalement, je sais qu'il n'aime pas parler en public, mais je lui ai demandé, avec beaucoup de déférence, s'il pouvait transmettre quelque chose, s'il pouvait dire quelque chose. Pas pour moi, mais pas pour les plus anciens, mais pour les plus jeunes. Pour que les plus jeunes comprennent. La première chose, c'est que la guerre, c'est quelque chose d'horrible et qu'il ne faut pas la faire. Mais quand on la fait pour son pays ou pour l'honneur, il se passe des choses terribles et le colonel Trandinvi est certainement le mieux à même d'en parler. Mon colonel, je vous laisse la parole. Et merci de bien vouloir témoigner. Ça n'a pas été simple. Monsieur les représentants au maire, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, mes chers frères, c'est avec une très grande émotion que j'évoque aujourd'hui la bataille de Dien Bien Phu. Donc c'est le 70e anniversaire cette année. Combattant sud-vietnamien hier, officier de l'armée française aujourd'hui, je garde une profonde reconnaissance envers tous ceux, Français comme Vietnamiens, qui sont tombés en Indochine et pour la dernière voie à Dien Bien Phu pour la défense de la liberté. Permettez-moi de tout d'abord un bref rappel historique. Le 9 mars 1945, les troupes d'occupation japonaises en Indochine attaquent surprise les garnisons françaises, mettant ainsi en terme de l'occupation française. 5 mois plus tard, le Japon capitule sans commission, laissant le pays à l'anarchie politique et administrative. Profitant du désordre et maîtrisant bien l'agitation populaire, Ho Chi Minh s'empare du pouvoir le 19 août 1945. Les troupes du général Leclerc débarquent à Saigon en octobre même que les Anglais, pour tenter de rétablir la prééminence française. À la suite des campagnes militaires limitées et de multiples négociations, Leclerc réussit à prendre pied au nord du Vietnam. La France reconnaît alors l'indépendance du pays au sein de l'Union française. Après quelques mois de coexistence plus ou moins houleuse entre les troupes françaises et vietnamiennes, Ho Chi Minh déclenche les hostilités le 19 décembre 1946. C'est la guerre d'Indochine qui commence. Bientôt et surtout l'arrivée du général de Latte en 1951 se dessine un conflit entre le monde libre auquel appartient le Vietnam nationaliste et le régime totalitaire de Ho Chi Minh soutenu par la Chine de Mao Tse-tung et l'URSS. Des années sont écoulées depuis, mais Dien Bien Phu reste gravé dans nos mémoires collectives, un témoignage de l'héroïsme et de l'abnégation de la garnison franco-vietnamienne qui a combattu jusqu'à l'extrême limite du devoir.
Cette bataille n'est pas seulement une page de notre histoire militaire, de sacrifice, c'est une époque de souffrance, de mort, de sacrifice et de courage inébranlable. Le choix de Dien Bien Phu répondait à un double objectif, protéger le royaume du Laos voisin, le contrainte le Viet Minh à une bataille rangée où les forces conventionnelles françaises auraient l'avantage. La base de Nassan en a auparavant c'est de bons exemples. Mais tandis que Jacques tirait les leçons de son échec, le commandement français sous-estima les capacités du Viet Minh. Celui-ci parvient à réunir des effectifs considérables à proximité, notamment les 4 divisions 304, 308, 312 et 316, ainsi qu'une puissante artillerie lourde de la division 351, invulnérable à la contre-batterie du camp retranché. Les bulldozers traçaient à 900 km de piste à travers la jungle, permettant l'acheminement de dizaines de milliers de colis, des centaines de camions Molotov assurant la liaison avec la Chine et de batteries anti-aériennes interdisant le ciel aux avions français. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis aujourd'hui d'évoquer la participation importante, mais peu mentionnée, les Indochinois dans cette bataille, sur la demande du maréchal de la commandant en chef et haut-commissaire en Indochine. Toutes les unités combattantes françaises devaient incorporer jusqu'à 50% de Vietnamiens dans leur rang. Dans l'esprit des commandants, cet autochtone allait constituer le noyau de la nouvelle armée nationale vietnamienne. Raconter la bataille de Dien Bien Phu dans ce contexte global relèverait de l'impossible. Quand les événements et les drames ont côtoyé le quotidien, qu'ils fussent légionnaires, parachutistes, artilleurs ou autres, tout formèrent un tout indissociable. Permettez-moi cependant de vous citer quelques chiffres éloquents. Du 20 au 22 novembre 1953, lorsque de l'opération Castor visant à s'emparer et sécuriser la base de Dien Bien Phu, pas moins de 5 bataillons parachutistes et leurs unités d'appui furent engagés. Le 6e bataillon de parachutistes coloniaux du colonel Bijard comptait 651 hommes, donc 200 Vietnamiens. Le 2e bataillon du 1er régiment chasseurs parachutistes du commandant Brezhnev alignait 400 Vietnamiens sur 569 combattants. Le 1er bataillon parachutiste coloniaux du commandant Souquet incorporait 413 Vietnamiens parmi ses 722 soldats. Le 1er bataillon étranger des parachutistes du commandant Giraud, 336 Vietnamiens sur 654 paralégionnaires. Le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens au 5e BPVN du capitaine Bouverie, plus tard remplacé par le capitaine Botella. 700 paras, donc 585 Vietnamiens. Le 8e choc du capitaine Touré avec une compagnie de Vietnamiens. Le 13 mars 1954, soit près de 4 mois après que nos troupes ont investi Dien Bien Phu, le général Giap, disposant de 5 divisions, soit 51 000 hommes, engagé l'épreuve de force. Un déluge de feu s'abat sur la garnison. Nos batteries sont inefficaces face aux canons vietnamiens. Certains tirant à vue, qui sont bien abrités dans les cavernes à flanc de montagne sur plombant nos positions. Dès la première nuit,
Le point d'appui de Béatrice, tenu par le 3e bataillon de la renommée 13e demi-brigade de la Légion étrangère, Tom. L'année suivante, ce fut au tour de Grabiel, le point d'appui situé au nord de la base, réputé pour être mieux construit, tenu par une unité d'Algériens bien encadrée. Elle est ensevelie sous les obus et tombe la nuit du 14 au 15 avril. Malgré les contre-offensives menées le matin du 15 par les chars, 2 compagnies de légionnaires et du 5e BPVN parachutés en catastrophe la veille et massacrés par l'artillerie ennemie sur les aires atterrissage même. Bija et son célèbre 6e BPC, cette fois-ci forte de 613 combattants, donc 312 Vietnamiens, revient le 16 mars. Avec l'intensité des combats et des grosses pertes humaines, les mêmes unités qui ont participé à l'opération Castor en novembre 1954 sautent de nouveau à Dien Bien Phu. Le 2 avril, c'est le 2e du 1er RCP, puis le 8 avril, c'est le tour du 2e BEP dans les derniers jours de la bataille. 8 compagnies du 1er BPC arrivent se poser en plein bas combat sur ce qui reste le périmètre de défense. La piste d'aviation est inutilisable car pilonnée par l'artillerie adverse à partir du 28 mars. Dien Bien Phu ne sera plus ravitaillé que par parachutage. À partir de cette date, ne sera que d'art et sanglants combats contre un ennemi supérieur en hommes et en matériel, qui grignote petit à petit le périmètre de défense. Malgré l'héroïsme de ces défenseurs accablés sous le nom, le camp succombe le 7 mai sans pourtant déployer le drapeau blanc. Quelques minutes plus tard, les Viets font irruption dans le QG du cheval de Casserie. Dien Bien Phu est tombé mais n'a pas capitulé pour les survivants qui ont vécu l'enfer de cette bataille et connu l'horreur de la captivité. En leur hommage, chapeau bas aux volontaires de dernières heures, non brevetés parachutistes qui ont quand même sauté pour rejoindre les copains dans les fournaise, à savoir une centaine de troupes de l'armée, donc quelques Vietnamiennes. Voici le bilan. Les pertes sont alourdies. Nous déplorons 3300 tués rien que le 5e BPVN à Dien Bien Phu. Tués, disparus, morts en captivité. Officiers français 12, officiers vietnamiens 13, sous-officiers et hommes de troupes françaises 68, sous-officiers et hommes de troupes vietnamiennes 768, total 70. Le 8 mai 1954, les Vietnamiens comptabiliseront 11 721 prisonniers, donc 4436 blessés. Parmi ces derniers, 858 sont jugés très graves par les Vietnamiens qui les libéreront sous le contrôle de la Croix-Rouge. Sur les 10 863 prisonniers restants, donc 3578 blessés amenés prisonniers. Le Vietnamien n'en rendra 4 mois plus tard que 3290, les 7573 manquants, décédés dans le camp, représentant un pourcentage de l'ordre de 70%. Jacques aussi a payé sa victoire. On estime à 11 000 tués, le double ou le triple de blessés, donc beaucoup mourront par insuffisance de soins, sans compter les prisonniers et internés militaires. On en compte à mi-mars 2440 bénéficiant du statut de prisonnier de guerre
Mais quel a été le sort de ces survivants après la fin du camp de retranchés? Mais tout le monde sait que l'ennemi vietnamien est réputé pour être impitoyable envers ce qu'ils considèrent comme traître. La chute du camp retranché lui un retentissement considérable et annonce la fin de la présence française en Indochine. Le sacrifice des combattants de Dien Bien Phu débouche sur une signature des accords de Genève qui partagent le Vietnam entre le Nord communiste et le Sud nationaliste, séparés par le 17 parallèle. Le Sud est d'abord dirigé par l'empereur Baudai, puis par le président Rhodésien. Une vague de réfugiés du Nord vers le Sud, environ 1 million, la plupart des catholiques. Les soldats du corps expéditionnaire français quittent définitivement le Vietnam en avril 1956. Remplacés progressivement par les Américains, la paix de 1954 fut de courte durée. Très vite, la guérilla communiste reprend, puis ce sera la guerre ouverte déclenchée par le Nord, appuyée par tout le bloc soviétique. Le retrait progressif des troupes américaines à partir de 1970, la chute de la capitale du Sud, rebaptisée Ho Chi Minh Ville en 1975. Depuis l'installation du pouvoir communiste au Vietnam, plus de 2 millions de Vietnamiens ont choisi l'exil. Plus de 500 000 fonctionnaires et officiers du Sud sont amenés dans les camps de concentration et environ plus de 300 000 sont disparus en mer. Je n'oublie pas le sacrifice du corps expéditionnaire venu combattre le communisme totalitaire en Indochine, qui a perdu dans ce conflit 37 000 des siens. Je voudrais rappeler ici l'esprit combatif, la ténacité, le courage, l'effort, enduré et le sacrifice des anciens combattants indochines et de ceux qui y sont morts. Plus particulièrement, les combattants de Dien Bien Phu ont été héroïques, comme l'a été le soldat français tout le long de l'histoire du pays. Nous étions des combattants du monde libre face à un ennemi qui voulait nous imposer son système totalitaire, et nous ne le serons jamais. Je continuerai à faire comprendre la signification de cette guerre lointaine et presque oubliée à ceux qui ne l'ont pas connue ou qui la connaissent à travers des publications ou des films mal intentionnés, afin que nos combattants de guerre d'Indochine ne soient pas morts en vain. Ces soldats ont sacrifié leur jeunesse, quittèrent leur famille, laissé leurs époux, leurs fiancés, quitter leur terre natale pour aller défendre la liberté en Indochine. Ils ont souffert de cet éloignement, mais aussi des conditions climatiques et de l'exposition à de nombreuses maladies. Leurs engagements ont coûté la vie à bon nombre d'entre eux. Il est de notre devoir de ne pas oublier ces hommes, de leur rendre hommage et de prier pour eux. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Frères, Monsieur le Préfet, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, il y a 70 ans, à quelques heures près, le vacarme du canon qui tonnait depuis 7 semaines se taisait à Dien Bien Phu. Le silence qui s'est alors emparé de la vallée a rapidement laissé place à un bruit sourd, grandissant, terrible, celui des milliers de sandales des soldats Viet Minh déferlant au pas de charge vers les dernières positions tenues par les forces exténuées
de l'Union française. Une page de gloire, de fureur et de sang se refermait. Avec elle était scellée la fin de l'Indochine française. Avec elle aussi, les parachutistes français entraient dans l'histoire mondiale des guerres à l'égal des parachutistes allemands, américains ou britanniques. Dien Bien Phu, c'est également le sacrifice des artilleurs, des cavaliers, des sapeurs, des tirailleurs marocains ou algériens, du personnel de santé et des nombreux Vietnamiens incorporés dans toutes les unités, venus se battre aux côtés du soldat du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient pour l'indépendance et la liberté du Vietnam. Dien Bien Phu, c'est enfin le calvaire des prisonniers dont de nombreux blessés. Près des 3/4 d'entre eux devaient périr des suites de leurs blessures, d'épuisement ou de maladie, voire des mauvais traitements infligés par l'ennemi au cours de la marche vers les camps de prisonniers du Viet Minh, ces camps qui furent de véritables camps de la mort. Le général Bijard a résumé cette bataille dantesque d'un mot saisissant et émouvant. À Dien Bien Phu, ce furent les plus petits qui furent les plus grands. Aujourd'hui, en commémorant ce 70e anniversaire, nous nous inclinons respectueusement devant ces morts, devant ces nombreux héros inconnus, et d'abord devant le colonel Luciani, Grand Croix de la Légion d'honneur, qui nous a quittés en 2021 et qui a longtemps vécu ici, à Nogent-sur-Marne. Nous nous inclinons et nous nous recueillons, faisant nôtre ces vers de Peggy. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus, qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère, que Dieu mette avec eux un peu de cette terre, qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés. Merci, Président. Nous allons maintenant procéder aux remises de gerbes. Devant. La gerbe de l'Union nationale des combattants du Val-de-Marne, remise par M. Gilles Nortier, son président, et Mme Toussaint. La gerbe des parachutistes sud-vietnamiens, remise par le capitaine Cao Tan Loc. Le capitaine Cao Tan Loc, je crois que c'est 9 ans d'internement dans les camps de prisonniers, avec 15 minutes par an pour voir sa famille. Je ne me suis pas trompé, mon capitaine. La gerbe de la Société des membres de la Légion d'honneur de Nogent-sur-Marne, remise par sa présidente Marie-Christine Ningesser, accompagnée du général Guillemot, le président départemental. Je rappelle que le papa de Madame Ningesser était affecté à la 3e Légion de marche de la garde républicaine, qu'il a été prisonnier à Dien Bien Phu et qu'il est décédé dans le camp 73 le 5 juillet 1954. La gerbe de l'Association régionale des combattants de Dien Bien Phu, remise par le major Pierre Flamand et le lieutenant-colonel Jean-Michel Kieva, qui est le secrétaire général de cette amicale, accompagné du général Jean-François Voyot, qui est le commandant de groupement de la gendarmerie mobile de Maison-Alfort.
gerbe de l'ANAPI, remise par le contrôleur général des armées Philippe de Malessie, du lieutenant-colonel Philippe Chasseriot, accompagné du lieutenant-colonel Clément Lombard, dont le papa était chef de section au 1er bataillon étranger de parachutistes. En Indochine. La gerbe de M. Mathieu Lefebvre, député de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Monsieur le député, si je peux me permettre, à titre personnel, votre présence me touche tout particulièrement et nous honore. Et enfin, la gerbe de la municipalité de Nogent-sur-Marne, remise par monsieur Jean-Paul David, accompagné de mesdames Martineau et Jacquilla. Présentez. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts. Aux morts. Le contrôleur général de Philippe de Malessie a parlé d'une personne pour qui j'avais une estime toute particulière. Il s'agit du Coël Luciani. Je sais que son épouse est là et que sa fille est là. Je les vois.
Je les ai aperçus, on ne les a pas cités. Portez. Un. Droite. Dans des colonnes. 1, 2, 3. Déboîtez. Direction des véhicules. En avant.